Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, où l'on va débattre de la guerre à Gaza, un sujet qui occupe la une de la plupart des journaux depuis maintenant 13 jours, et pour un sujet aussi sensible, qui excite les passions, on n'a pas voulu asseoir nos invités en fonction des camps supposés auxquels ils pourraient appartenir. On n'a pas eu l'intention de vous séparer en deux fronts, la guerre n'a pas lieu ici. Je vous ai donc assis par ordre alphabétique, et c'est donc par ordre alphabétique que je vais vous présenter tout de suite. Alexandre Adler, vous êtes journaliste, éditorialiste au Figaro. Votre dernier ouvrage est un livre d'entretien avec le président de France-Israël, Gilles William Goldnadel. Ça s'intitule Conversation sur les sujets qui fâchent, où il est souvent question du Proche-Orient. Alain Dikoff, vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez sur la politique en Israël. Vous avez d'ailleurs récemment dirigé la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé L'État d'Israël. Stéphane Hessel, ancien résistant, ancien déporté, ambassadeur de France, vous avez participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Vous avez raconté votre vie dans un livre d'entretien avec Jean-Michel Helvig, intitulé Citoyens sans frontières. J'ajoute que vous étiez à Gaza il y a 2 mois à peine. Gil Miyaeli, vous êtes historien et éditorialiste israélien, correspondant à Paris de plusieurs journaux israéliens, donc, dont Yediot. Vous êtes faites par ailleurs partie des fondateurs du blog Causeur, qui est d'ailleurs devenu depuis quelques mois un mensuel papier. Tariq Ramadan, vous êtes professeur d'islamologie à l'université d'Oxford et à l'université de Rotterdam. Votre dernier livre s'intitule Islam, la réforme radicale. Enfin, Elias Sambar, vous êtes écrivain et historien palestinien, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Vous avez préfacé voici quelques mois le livre de Jean Daniel intitulé Israël, les Arabes et la Palestine. Alors commençons par les origines de cette guerre. Pourquoi a-t-elle eu lieu maintenant? Alors on fait remonter au 19 décembre, c'est la date où le Hamas a rompu la trêve qui existait avec Israël depuis le mois de juin. D'autres disent que le 18 décembre, la veille, c'est Israël qui avait opéré dans la bande de Gaza. Il y avait eu 2 raids aériens israéliens qui ont fait 5 victimes chez les Palestiniens. Ou alors on dit que ça a commencé le 27 décembre par une offensive israélienne sur la bande de Gaza. Mais on peut aussi dire qu'il y a d'autres facteurs, par exemple les élections, et ce sera ma première question. Le fait que Mahmoud Abbas ait annoncé 3 jours avant la rupture de la trêve qu'il allait y avoir des élections anticipées en Palestine, le fait qu'il va y avoir des élections en Israël en février, et que l'on sait que le Likoud de Netanyahou était plutôt en avance dans les sondages sur le parti au pouvoir actuellement en Israël, le fait qu'il y a eu les élections américaines, que Barack Obama va devenir le président des États-Unis le 20 janvier, et qu'il y aura des élections en Iran d'ici quelques mois. Est-ce que ça n'a pas été là aussi un facteur de guerre? Est-ce que la démocratie finalement n'a pas été un facteur de guerre dans cette affaire, Alexandre Adler? On peut l'appeler la démocratie. Disons qu'il y a une conjonction de planètes comme on n'a jamais vu. Vous avez rappelé l'Iran. Je pense que c'est l'élection fondamentale à l'échelle de la région. Pas l'élection américaine. Non. L'élection américaine a provoqué une crise iranienne sans précédent parce que le président Obama, président encore en attente, a déclaré pendant toute sa campagne électorale qu'il ne mettait plus le moindre préalable à une rencontre avec les Iraniens. Et il n'est pas le seul à l'avoir dit. Nicholas Burns, qui était l'ambassadeur américain le plus élevé en grade, le premier jour de sa retraite, a été dire la même chose. C'est un républicain. Bref, nous avons un rapprochement américano-iranien qui fait une victime immédiate, Ahmadinejad. À partir de là, on peut comprendre que ce qui est en train de se passer, non seulement en Iran, mais dans la constellation chiite, aussi bien en Irak qu'au Liban, est profondément marqué par cet affrontement qui se prépare entre Ali Larijani, qui sera le candidat du guide de la révolution, enfin du guide Khamenei, et Ahmadinejad, qui tient, comme il le peut, avec ses partisans dans les passes d'Aran, la brigade Al-Quds, c'est-à-dire les forces spéciales iraniennes, et qui a besoin d'une crise internationale pour éviter le piège pour lui terrible d'une négociation avec les États-Unis se terminant sur un compromis. Ensuite, il y a l'élection israélienne. On peut dire que le gouvernement de Kadima, parti centriste tout récent, qui est encore un parti en gestation, qui est au pouvoir et qui est au pouvoir faute
faute de mieux, eh bien, ce parti a commencé déjà sa dégringolade avec l'échec au Liban en 2006. Si maintenant, après la rupture de la trêve par le Hamas, il ne faisait rien, on peut dire que Netanyahou serait élu sur une vague totale. Depuis que Barak et Tzipi Livni ont montré une certaine capacité de riposte, les choses commencent à changer dans les sondages. Et enfin, derrière cela, il y a l'élection palestinienne, en effet, qui est certainement plus disputée que la précédente, où il y a eu une espèce de grande vague, disons, de volonté de lutte contre la corruption, qui a entraîné un vote Hamas très important, et qui, de toute évidence, va diminuer en Cisjordanie, et va se consolider à Gaza. Et c'est une situation que beaucoup dans le monde arabe voulaient éviter, notamment le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, en ressoudant les deux ailes gazaouites et cisjordaniennes de l'État palestinien en gestation, et en faisant en sorte que Mahmoud Abbas ait un mandat pour négocier avec Israël sous l'égide d'Obama. Là aussi, l'effet Obama a joué. C'est-à-dire que, incontestablement, Mahmoud Abbas a beaucoup négocié avec Israël ces 2-3 dernières années. On a même parlé de nouveau de séparer la vieille ville, de faire passer la frontière israélo-palestinienne au milieu de la vieille ville. Bref, on était de Jérusalem, pardonnez-moi. Donc nous avons beaucoup avancé, et c'est à ce moment-là que Ismail Haniyeh, le chef du Fatah, quel lapsus, du Hamas, déclare que la trêve est rompue. Et à partir de là, bon, il envoie des missiles un peu meilleurs que précédemment. Et la riposte israélienne. Des missiles, vraiment ou des... Quand je dis des missiles, c'est malheureusement du franglais. Ce sont plutôt, comment vous diriez, des roquettes. Voilà, c'est le terme approprié. Elias Sambar, vous êtes d'accord? La conjonction de toutes ces élections a pu permettre la guerre à ce moment-là précis? Il y a eu certainement beaucoup d'éléments et locaux et régionaux. Je ne partage pas l'avis d'Alexandre Daher quant à l'Iran. Je crois que l'Iran, aujourd'hui, est extrêmement heureux de l'ouverture qu'Obama a faite et qui, dans son optique, va un peu briser son isolement. Pas tous les Iraniens. Les nouvelles perspectives américaines également rassurent quelque peu l'Iran, puisque nous savons que les Iraniens ont littéralement bloqué une frappe israélienne contre le territoire iranien. Pour cela dit, l'Iran a une stratégie régionale, les pays arabes ont une stratégie régionale, mais je crois que fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est un pourrissement constant sur le terrain. On a tout le temps, c'est un conflit qui a un siècle, on a tout le temps envie de le faire démarrer à la date la plus proche. Et dès qu'on se met à donner une date, il y a toujours moyen d'en sortir une deuxième de la veille, en disant ça n'a pas commencé mardi, mais lundi, et puis on aura quelque chose dimanche. Donc je crois que c'est pas très productif d'essayer d'aborder les choses comme cela. Ce qui s'est passé, c'est une suite incessante et constante d'incidents, de frappes, de liquidations, de ripostes, mais fondamentalement deux choses. Sur le terrain de Gaza, précisément, la bande de Gaza fait 360 km, qui est un trou. On parle d'une guerre, d'une offensive, c'est minuscule, c'est un rectangle de 10 km par 36. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est étroit. C'est la plus forte densité du globe. Il y a aujourd'hui près de 4200 personnes au kilomètre carré à Gaza. Ça vous donne une idée de la nocivité, de la barbarie des bombardements. Quand on dit à la population qu'il faut qu'elle se retire, elle ne peut pas se retirer. Il n'y a pas de lieu pour se retirer. Mais ça, je suppose qu'on y reviendra. Il y a quand même une chose que personne ne soulève. Cette guerre intervient après 2 ans de famine, de siège, d'encerclement, de privation de médicaments, de doses alimentaires rentrées au compte-gouttes, d'une agence de l'ONU, qui est l'agence en charge des réfugiés, et les réfugiés font à peu près 80 à 85% de la population de Gaza. C'est des camps, c'est un immense camp de réfugiés. Et là, cette agence est littéralement sous verrou, étranglée, il n'y a pas de budget, l'enseignement a périclité, plus il ne faut pas non plus le masquer, les combats fratricides interpalestiniens, à un moment donné, il y a eu un coup d'État militaire avec des liquidations internes très très violentes. Tout cela a joué. Donc il y a une situation qui de toutes les façons était extrêmement pourrie. À cela s'est ajouté, à mon sens, et je crois que c'est le point le plus fondamental, et c'est pour cela que ce que nous sommes en train de vivre dépasse de très loin, sans mettre un peu en veilleuse le côté tout à fait abominable des morts civiles, des enfants. Nous avons plus de 240 enfants tués au bout de 13 jours. Bon, sans laisser tout cela en veille, par contre, il y a une chose qui est très importante. Cette offensive coïncide avec 3 vides.